Il y a un célèbre passage où Montesquieu installe l'usage moderne du dicton « la musique adoucit les mœurs ». Et il lui donne la caution des anciens, dans De l'Esprit des lois, livre 4, chapitre 8. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on ne s'embarrasse plus des ambivalences qu'il faudrait rappeler avant de les congédier, parce qu'adoucir peut signifier disposer à la civilité, et les mœurs ne se confondent pas avec les cœurs. Et la musique, enfin, ne désigne pas seulement dans ce passage de Montesquieu l'un des beaux-arts, mais aussi l'un des arts libéraux du trivium. Mais je m'en tiendrai à la réduction et à l'usage moderne du dicton, et la musique adoucit les mœurs. Et c'est à cet usage courant que je voudrais m'en prendre, pour souligner un paradoxe, et cette fois sous l'autorité d'un autre auteur, à savoir Rousseau. C'est que les cœurs tendres peuvent avoir des mœurs féroces, ou plutôt que la férocité des mœurs est une conséquence de la tendresse des cœurs. Et on peut comprendre cette conséquence en s'interrogeant, comme le fait Rousseau au chapitre 9 de l'essai sur l'origine des langues, sur le statut de la distance et de la proximité qui engage tout le rapport à autrui, qui engage donc qui va engager également le thème de la fiction, les rapports entre musique et fiction, et musique et morale, comme j'espère le montrer dans cette conférence. Je cite ce chapitre 9 qui me donne une thématique. Il s'agit donc des premiers hommes. Ils avaient l'idée d'un père, d'un fils, d'un frère, et non pas d'un homme. Leur cabane contenait tous leurs semblables. Un étranger, une bête, un monstre étaient pour eux la même chose. Or, eux et leur famille, l'univers entier ne leur était rien. De là les contradictions apparentes qu'on voit entre les pères des nations, tant de naturel et tant d'inhumanité, des mœurs si féroces et des cœurs si tendres, tant d'amour pour leur famille et d'aversion pour leur espèce. Il faut la plume d'un Rousseau pour voir des oxymores comme cela, des mœurs si féroces et des cœurs si tendres. Donc ma conférence est un petit peu un commentaire de cela. S'agissant de la musique, l'hypothèse sera que, invoquée comme agent adoucissant, moral ou pathologique, la musique peut se retourner en agent de férocité, en vertu du même jeu qui fait de l'extrême proximité la plus impitoyable des distances, faute de savoir installer la bonne distance, de savoir prendre ses mesures. Et c'est ici que la question de la fiction interviendra et la question de son statut. C'est tout à fait déterminant. Alors, je n'aurai pas la prétention d'établir cette hypothèse en la rendant falsifiable, mais seulement de la corroborer en parcourant quelques étapes, quelques occurrences. Et ce faisant, j'espère qu'on pourra voir qu'une certaine mélophobie est une hygiène salutaire pour la pensée, pourvu qu'elle affranchisse la musique de la mélomanie consensuelle et assourdissante qui confond enchanté et envoûté. D'ailleurs, on peut être mélophobe justement par amour de la musique, comme le sont Milan Kundera ou Pascal Quignard, et comme l'a été Jankélévitch, grand auteur philosophique sur la musique. Alors, je vais commencer par un prologue, qui va peut-être vous sembler hors sujet, mais j'espère que ça s'éclairera dans la suite. Pourquoi? Les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce prologue. Ce prologue, ce sont quelques commentaires sur la figure emblématique d'Orphée, figure musicale. Et la version moderne du mythe peut être racontée comme l'aboutissement d'un long processus de réduction et d'oubli à l'issue duquel Orphée, aujourd'hui, se présente à nous comme le modèle du parfait mari amoureux, très doux, et comme la figure civilisatrice très douce aussi, qui vient à bout de la sauvagerie. Tout ça par la grâce de la musique. Alors ce processus, bien sûr, a fait l'objet de nombreuses études. D'ailleurs, vous avez sur la table à l'entrée de la salle des études sur Orphée que j'ai citées dans les notes de cette conférence et que je ne peux pas citer tous. Et dans cette immense entreprise de restauration, j'ai choisi quelques points et j'ai choisi 2 étapes propres à jeter une suspicion que je considère comme roborative sur ce personnage que je trouve un peu trop lisse et, pour tout dire, très agaçant. Bon, je n'aime pas Orphée, ça peut se dire comme ça. Alors, tout d'abord, vous savez que tout ce credo pneumatique musical moderne qui fait de la musique un langage extatique, un langage universel en deçà des langues, etc. Vous savez que par la musique tout le monde se comprend, etc. Eh bien, est consacré par l'opéra de Gluck, dont le poète est Calzabigi, plus que par ceux de Rossi ou de Monteverdi qui ont été consacrés à Orphée aussi. Et donc je partirai de cet Orphée de Gluck
qui est une sorte d'emblème de la musicalité douce et consensuelle. Hein, voilà. Eh bien, cet opéra de Gluck a installé, au fond, une sorte de nouveau mythe d'Orphée, le mythe moderne d'Orphée, car le mythe ancien d'Orphée n'est pas du tout comparable à ce que raconte l'opéra de Gluck et de Calzabigi. Vous savez que dans l'opéra de Gluck et de Calzabigi, eh bien, ce jeune marié pleure la mort de son épouse Eurydice, et puis il a le droit d'aller la chercher aux enfers, mais il ne devra pas la regarder, il devra la sortir des enfers sans la regarder, il n'a pas le droit donc de se retourner, mais il doit aussi la tenir, il ne doit pas la tenir au courant, hein, il y a un interdit du silence. Et alors, donc, grâce au pouvoir de ses chants, il descend aux enfers pour aller chercher sa femme, et donc il adoucit tout le monde, et parvenu aux Champs-Élysées, il trouve sa femme, il l'emmène, mais celle-ci lui fait une scène. Hein, elle lui dit « tu me regardes même pas », etc. Elle lui fait, donc elle exige des témoignages d'amour tout de suite, et après même tentative de résistance, il cède. Voilà donc la version Gluck-Calzabigi. Et donc Orphée est un pauvre malheureux qui cède aux exigences d'une femme écervelée, d'ailleurs qui est au courant de rien, qui ne sait rien. Et donc elle est rappelée par les enfers, et il finit par la retrouver encore une fois parce que il se désole et ses chants donc parviennent à attendrir les dieux. Bon. Le mythe rapporté par Virgile et par Ovide n'est pas du tout comme ça. Hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que Eurydice, après sa mort, elle a été mordue par un serpent, et bien, donc son époux Orphée se désole, il obtient des divinités infernales la permission de ramener sa femme, et une condition lui est imposée par le maître des enfers, il ne devra pas la regarder, mais il n'est pas du tout question du silence. Hein, il n'y a pas d'interdit du silence, et l'idée c'est que le point décisif, c'est qu'il ne peut pas résister à la regarder. C'est la faute d'Orphée, dans le mythe rapporté par Virgile et par Ovide. Et ensuite, ça se termine très mal, puisque Orphée, revenu chez les mortels, ne peut plus supporter du tout les femmes. Hein, il ne peut plus fréquenter les femmes, elle se venge en le dépeçant sauvagement, donc ça se termine de façon assez sanglante, et Ovide suggère qu'Orphée aurait été l'inventeur de l'homosexualité. Donc, vous voyez, c'est pas du tout il y a eu une transformation, il y a un mythe moderne qui était entièrement, enfin, pas entièrement, on pourrait faire l'histoire, il y a eu des étapes, mais enfin, c'est quand même Gluck et Calzabigi qui consacrent, avec une musique superbe, bien entendu, cette idée. Et effectivement, il y avait un choix à faire entre les diverses versions du mythe. Il y en a encore une autre qui rapporte que, au fond, Orphée... Orphée aurait eu un doute sur la parole des dieux, ça aussi c'est une version intéressante, hein. Il se serait retourné parce qu'il n'a pas confiance en Pluton, il ne sait pas si Eurydice est vraiment derrière lui. Donc il y avait plusieurs versions, et Gluck et Calzabigi en ont finalement installé une qui est une version moderne. C'est vrai qu'en présence de cette féroce version rapportée par Virgile, un mari trop pressé, une petite faute bien excusable, ajoute perfidement le poète, perd son épouse par sa hâte à rejoindre sa femme, et s'attire finalement la haine des femmes, eh bien il y avait de quoi reculer, d'autant plus que quand on lit bien le texte, le poète ne laisse guère de doute sur la nature de la bévue d'Orphée, sur son empressement. Voilà, donc voilà une première étape. Donc il y a une sorte de retournement du mythe, et ce personnage d'Orphée donc ne me semble guère sympathique, et d'autant plus qu'il a été l'objet d'une espèce de, comment dire, enfin, une opération comme ça, un petit peu de transformation de la part de Gluck, qui l'a rendu donc mari amoureux, très parfait et irréprochable, et qui fait qu'au fond tout est de la faute d'Eurydice. Alors tel n'a pas été le choix d'ailleurs du prédécesseur de Gluck, de nombreux opéras, Monteverdi, de la pièce de Policien, etc. Et je voudrais rappeler, dans un clin d'œil qui me servira de conclusion à cette première étape de mon prologue, vous n'avez pas fini avec moi, c'est la première étape du prologue seulement, que ça n'a pas non plus été le choix d'Offenbach dans son opéra, ni celui du jeune Rameau, auteur d'une cantate intitulée Orphée, 1721. Donc voici les paroles finales, je n'ai pas trouvé l'auteur,
dans le goût malicieux de la Régence qui insiste bien sur la première version du mythe. Je vous lis quelques vers qui sont vraiment un petit peu lestes, je vous demande pardon, mais c'était aussi une partie de mon propos. En amour, il est un moment marqué pour notre récompense. Si quelquefois par indolence on échappe à ce point charmant, plus souvent encore un amant le perd par trop d'impatience. De ses désirs impétueux, l'amant habile est toujours maître. Il tâche avec soin de connaître l'instant qui doit combler ses vœux. Tel aujourd'hui serait heureux s'il n'avait voulu trop tôt l'être. Bon, c'est à double sens, bien entendu, c'est bien dans le style de la Régence, mais enfin, voilà, je voulais quand même faire justice à cette histoire d'Orphée complètement innocent. Donc en Orphée se noue l'ambivalence qui fait de la parfaite douceur le masque de la défaillance et l'alibi d'une violence qui se retourne dans le mythe, d'ailleurs contre le héros. Cette liaison de la douceur et de la violence apparaît plus précisément, alors ce sera la deuxième étape de mon prologue, dans l'étude structurale du mythe élargi à l'ensemble du chant tel qu'elle est magistralement conduite par Marcel Détienne dans un ouvrage que vous avez aussi sur la table, qui a été publié par, je crois, enfin je n'ai plus, par Nora, je crois. Hein, voilà, c'est en Faire de l'histoire. Voilà. Et donc je suivrai Marcel Détienne dans cette seconde étape orphique. Orphée, rappelle Marcel Détienne, est tout miel et tout sucre. Il importe, pour rétablir la richesse du mythe, donc de replacer Orphée dans le mythe, dans le cycle mythologique du miel. Ça nous conduit d'abord à redonner couleur à un personnage délaissé dans le mythe, qui est le personnage d'Aristée. Eurydice est morte en effet en fuyant les assiduités du berger Aristée, inventeur de l'apiculture. Or, bien plus qu'Orphée, Aristée, avant cette faute qui le précipitera lui aussi dans le malheur, est le modèle du parfait mari, fidèle et assidu, juste ce qu'il faut, pas trop envahissant, capable de trouver et de garder la bonne distance avec son épouse, bonne distance, qui permet la vie conjugale et qui permet au fond la vie tout court. Sa faute, qui l'éloignera du contact des abeilles, lequel requiert la pureté sexuelle dans le cycle mythologique du miel, sa faute est d'avoir succombé momentanément à la figure de la nymphe, d'avoir cru pouvoir revenir à la vie éphémère, toute de plaisir, mais stérile et dangereuse d'une lune de miel, en courtisant la nymphe Eurydice. Alors toute cette histoire met en place différents dérèglements des justes distances, dérèglements qui brouillent l'ordre tant naturel que social. Dans le puzzle que Marcel Détienne reconstruit d'abord en exhumant Aristée et en le mettant en relation avec Eurydice, Orphée vient prendre une place beaucoup moins flatteuse qu'on aurait pu le croire. Comparé à Aristée, en effet, Orphée n'est autre qu'un frelon. Certes, il épouse Eurydice, mais mari trop épris, il prétend rester au stade transi et improductif, parce que construit aux dépens de tout lien social, au stade de la lune de miel avec sa voix de miel. Le triple interdit que lui imposent les puissances infernales pour ramener Eurydice, ne pas lui parler, ne pas la regarder, ne pas l'embrasser, rappelle les trois modalités de la distance, oui, vue et toucher, qu'il est incapable de respecter, incapable qu'il est de prendre ses mesures au bon moment. Loin d'être le récit donc du triomphe de l'amour sur la mort, le mythe dit aussi l'échec de l'amour comme relation exclusive, c'est-à-dire une relation qui exclut toutes les autres relations en se soustrayant à toutes les autres relations. Et ça se confirme à l'examen d'un autre rapport entre Orphée et le miel. La voix suave d'Orphée séduit et envoûte les bêtes féroces, et son régime végétarien strict, d'ailleurs, cette voix et ce régime végétarien strict nous mettent la puce à l'oreille. Quelqu'un qui aime tant les animaux et qui ne mange jamais de chair ne peut pas être complètement innocent aux yeux d'un philosophe perspicace. Ces deux traits, non seulement le rendent suspect, mais permettent de lui donner à contrario sa figure mythique symétrique et de compléter le quadrillage que recompose Détienne avec Aristée, Eurydice, Orphée, et le quatrième personnage, c'est Orion, le symétrique mythique d'Orphée, le chasseur violent qui se repaît de chair, carnivore, qui ne sait approcher aucune femme sans la violer, et c'est donc l'inverse et le corrélat d'Orphée. Également détestés, tous les deux sont détestés par les femmes, bien entendu, l'un parce qu'il les violente toutes, l'autre parce qu'il en aime une, au point d'abolir toutes les autres, de ne pas s'occuper des autres, eh bien ils partagent de manière inverse la méconnaissance des distances qui rendent possible la civilité. Le couple formé par Orphée et Orion se déchiffre dans leur commune opposition à la figure d'Aristée. Détienne écrit «
Le miel d'Aristée définit une forme de vie cultivée dont sont exclus Orion et Orphée pour des raisons diamétralement opposées. Par excès de brutalité et de violence, Orion est hors civilisation. Il n'y a pour lui et autour de lui qu'un espace sauvage, indifférencié, d'altérité radicale, dont il ne peut s'approcher qu'à la condition de l'incorporer au sens strict, de le dévorer. Pour Orion, la distance infinie et la distance nulle coïncident. Incapable de mesure, il est un homme de la proximité absolue ou de l'éloignement absolu. Il ne saurait aimer qu'en dévorant. Quant à Orphée, je cite à nouveau d'Étienne, c'est parce qu'il est tout miel qu'il abolit les frontières entre le sauvage et le cultivé, et qu'il confond l'un dans l'autre le mariage et la séduction. Alors cette autre figure de la proximité n'est pas exempte de violence, et pas seulement conjugale, puisqu'à la proximité de dévoration amoureuse et au brouillage intime de l'ordre naturel, elle articule le blocage de la circulation des femmes et par suite rend impossible toute société. Ainsi, les mœurs féroces et les cœurs tendres se trouvent en conjonction, par leur impuissance commune à constituer l'humanité, parce qu'ils conjuguent une mauvaise proximité et un mauvais éloignement. C'est bien ce que dit Rousseau, au chapitre 9 de l'essai sur l'origine des langues.